Fidèles téléspectateurs, je vous salue parce que vous êtes nombreux à nous suivre dans nos deux chaînes, la RTCE et Congo Web. Et vous nous trouvez aussi sur YouTube dans notre chaîne Jean-Marie Conde officiel. Et abonnez-vous pour continuer à voir plusieurs informations et sur des différentes personnalités de notre pays, que ce soit en politique, en art, en culture ou dans la société en général. Et comme vous le savez, nous avons l'habitude de recevoir des personnalités. Et aujourd'hui, nous sommes venus vers un éminent professeur de notre pays et qui évolue aussi dans la politique. Et nous allons écouter ce qu'il nous dira lui-même. Il s'agit bien du professeur Mokunda. Bonjour professeur. Bonjour, monsieur l'abbé. Nous sommes venus chez vous et Bienvenue. merci beaucoup. Nous voulons d'abord comprendre comment vous-même vous définissez quand on parle du professeur Mukunda. Est-ce que vous pouvez avoir une définition de vous-même? Moi, je me dis toujours que je suis le fils d'un paysan qui a quitté le village, qui est venu en ville pour être ouvrier. On appelle un travailleur tout travaux, manœuvre tout travaux. Et le fils de cet homme-là, qui, grâce à Dieu, a eu la chance de faire de bonnes études primaires, secondaires, universitaires, de défendre une thèse de doctorat, de devenir professeur. Et je crois que dans 2-3 ans, je vais peut-être demander mon éméritat et d'avoir tenté d'apporter sa petite contribution pour le développement de notre pays. Voilà. Vous avez parlé de vous d'une manière brève. Selon vous, quel type de métier que les gens peuvent faire pour bien canaliser la société? Est-ce qu'il peut y avoir un type de métier où on peut dire, avec ces métiers, nous pouvons aller plus de l'avant d'une manière générale? Je pense qu'il y a un adage qui dit il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sottes gens. Tous les métiers sont importants pour le développement d'un pays. Je crois que ce qui compte le plus, c'est que dans un pays, on inculque à la jeunesse dont les garçons et les filles deviendront le cadre de demain, qu'on leur inculque des valeurs. La valeur travail. J'ai la chance, comme j'ai commencé ma vie au village, j'accompagnais déjà ma grand-mère au champ dès 2-3 ans. Et elle m'avait appris à travailler. Quel travail un enfant de 3 ans, 4 ans peut faire? Arracher les mauvaises herbes dans un champ de coton. J'ai appris en étant à l'école primaire, j'ai étudié chez le frère Maris qui avait une plantation de café. Nous allions tous, classe par classe, dans la plantation pour faire l'entretien de la plantation. Dans nos classes, nous nettoyons nous-mêmes nos classes à l'eau. Et si on donne à un enfant le goût du travail, je crois que cet enfant-là, dans sa vie, il apportera toujours une contribution consistante parce qu'il voudra travailler, parce que c'est le travail qui ennoblit l'homme, parce que c'est grâce au travail que l'on crée des richesses dans une société. Donc ici, je dirais tous les métiers. Mais s'il y a aussi un métier que je considère comme très, très important dans un pays comme le Congo, un pays qui a énormément de ressources naturelles, mais qui peine à se développer, qui peine même à décoller. Je crois que c'est de métiers où l'on apprend, par exemple, la mécanique, l'électricité, l'électronique, jusqu'au niveau des ingénieurs. Parce que grâce à tous ces métiers techniques, il est possible d'acquérir de nouvelles technologies et grâce aux technologies,
il devient également possible de pouvoir transformer les ressources naturelles dont le Seigneur nous a dotés, parce que nous avons énormément de ressources naturelles, mais jusque-là, nous ne savons pas les valoriser. Nous ne savons pas créer de nouvelles richesses. Voilà pourquoi nous restons éternellement pauvres. Mais je sens que pour vos deux prises de parole, vous revenez plus souvent au village. Y a-t-il eu une influence de votre vie lorsque vous étiez au village? Deuxième volet de ma question, est-ce qu'un enfant qui a grandi au village pour venir au centre-ville et un autre qui n'a grandi que dans le centre-ville, on peut trouver aussi une différence entre ces deux enfants? Bon, je crois qu'il y a une très grande influence. Je disais tout à l'heure que quand j'étais tout petit, après avoir été sevré, c'est ma grand-mère paternelle qui m'a pris. J'ai donc vécu jusqu'à l'âge de 5 ans et demi quand j'ai été arraché par mes parents, ma grand-mère, pour m'amener à l'école. Mais j'ai passé plusieurs de mes vacances au village, chez mes oncles paternels ou maternels. Et à l'âge de 16 ans, nous sommes en 64, il y a eu une rébellion mouléliste. Et à la faveur de cette rébellion mouléliste, je me suis retrouvé au village où j'ai passé 1 année et demie dans la forêt. Et j'ai appris à devenir un autre homme. La forêt a fait de moi véritablement un homme et cela m'a marqué et cela me marque encore jusqu'à aujourd'hui. Quand je suis dans la forêt, je suis dans mon élément le plus naturel, je me retrouve, je n'ai pas peur et ce qui a fait que même plus tard, après avoir occupé des fonctions importantes, je suis rentré au village où j'ai encore vécu pendant 4 ans. Alors, est-ce qu'un enfant qui n'a pas vécu en milieu rural, par exemple les enfants qui viennent de Kinshasa, Lubumbashi, Mbujima et Kananga, Kisangani, des grandes villes, peuvent-ils facilement s'adapter en milieu rural? C'est possible, mais cela n'est pas toujours évident. Le tout dépend de l'éducation qu'il a reçue, de l'encadrement qu'il a eu et aussi de la manière dont il a été préparé dans le système scolaire à ne pas mépriser le milieu rural. Parce que très souvent, notre enseignement, on ne nous parle pas beaucoup de village, on ne nous parle pas beaucoup de l'environnement rural. Il se fait qu'on croit que c'est seulement en vivant à Kinshasa, en vivant dans une grande ville que l'on peut bien vivre. Alors que, par exemple, aujourd'hui, je considère que Kinshasa est saturé. C'est plutôt vers l'intérieur que nous devons pousser nos enfants. La formation que nous devons donner à nos enfants, c'est pour qu'ils aillent à l'intérieur, qu'ils transforment les milieux. C'est en faire ça, c'est que Dieu nous a demandé déjà dans Genèse. Donc, nous devons revenir pour ça. Et il faut que dans l'éducation que nous donnons à nos enfants, nous puissions mettre un accent sur l'environnement. C'est de cette manière-là aussi qu'ils vont protéger l'environnement. Si vous étiez donné de nommer, par exemple, des prêtres, là j'entre dans l'église. Par exemple, on venait vous demander conseil pour placer des prêtres dans des différentes paroisses. Nous avons la périphérie, nous avons la ville, tout ça. Comment agirez-vous? Oui, d'abord, il y a un problème, c'est que dans la formation du prêtre, moi je pense, je peux me tromper, je pense que le prêtre n'a pas été formé pour gérer une paroisse, gérer dans sa globalité. Non seulement s'occuper de la pastorale, non seulement prêcher, non seulement administrer le sacrement, mais comment le prêtre, dans une paroisse, peut-il faire en sorte que la paroisse puisse vivre par elle-même, que la paroisse devienne une entité de production susceptible de générer des ressources pour faire vivre le prêtre et tous ceux qui sont avec le prêtre.
je crois que quand l'Église de la République démocratique du Congo sera parvenue à ces niveaux, les prêtres ne se sentiront pas dépaysés, même si on les envoie dans des milieux qui sont totalement dépourvus de toutes les commodités que l'on a généralement dans une ville, l'électricité, l'eau courante, une maison déjà construite et ainsi de suite. Parce que regardez, nous avons vécu dans de petites missions. Quand les prêtres arrivaient là-bas, chez moi par exemple, la première paroisse, qui ne s'appelait pas paroisse certainement, a été construite en 1898. Donc, il n'y avait pas de maison. Mais les prêtres ont construit des bâtiments et des bâtiments. Et ils n'ont pas amené des matériaux de l'Europe, de la Belgique. Ils ont utilisé les matériaux locaux pour construire tout ce qu'on trouve aujourd'hui. Donc, je pense que si je devais conseiller, le premier conseil, ce n'est pas aux prêtres. Le premier conseil irait plutôt vers les institutions qui forment le prêtre pour apprendre, permettre aux prêtres de devenir de vrais gestionnaires des entités ecclésiastiques qu'on leur donne à gérer. Lorsque vous observez cet homme, l'humain en général, lorsque vous l'observez, qu'est-ce que vous trouvez en cet humain-là? C'est l'expression de joie ou de tristesse? Bon, vous savez, puisque vous parlez de joie, il y a un de mes amis, mes grands amis, maître Nimi Maïdi Kangimbi, qui me disait toujours, il y a des gens qui se contentent de la joie d'un week-end. Il dit, il faut toujours éviter la joie d'un week-end et le reste de la semaine, vous êtes dans la, comment dirais-je, vous êtes dans la misère, vous êtes dans la crispation, vous êtes dans le stress et ainsi de suite. Je crois, monsieur l'abbé, l'homme, je l'aime parce que je le considère comme mon semblable. Tout en étant mon semblable, je le considère comme étant différent de moi. Parce que nous avons tous des ADN qui sont totalement différents. Et il s'est fait donc, comme c'est un semblable, comme l'humanité est là, le pays est là, ou même la famille, nous sommes obligés de construire ensemble. Nous sommes obligés de vivre ensemble. De temps en temps, de mettre dans nos poches nos égos pour voir qu'est-ce qui peut nous rassembler pour pouvoir aller de l'avant. Et donc, dans l'homme, je cherche beaucoup plus quels sont les éléments sur lesquels je peux m'appuyer pour que notre vie en commun, l'objectif commun que nous voulons atteindre, que nous puissions y arriver, tout en sachant que nous sommes différents l'un de l'autre. Et dans l'homme, j'essaye surtout de chercher quelles sont ses valeurs, quels sont ses points forts, et ne pas trop insister sur ses points faibles. Parce qu'en insistant sur les points faibles, il est difficile que nous puissions construire, il est difficile que nous puissions vivre ensemble. Parce que moi aussi, j'ai des points forts, j'ai des points faibles, et il faudrait que les uns et les autres, en regardant ceux qui sont avec nous, que nous voyons comment nous appuyer sur les points forts pour nous permettre d'avancer. Sur les points forts, c'est ce qui nous rassemble et non ce qui nous divise. L'homme se reconnaît toujours par ses œuvres. Parce que généralement, les gens nous jugent par ce que nous produisons. Vous pouvez vous-même nous dire aussi ce que vous avez déjà produit. Nous savons que vous êtes professeur et vous êtes un homme politique. Mais dans tout cela, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Merci beaucoup pour la question. D'abord, comme professeur, j'ai encadré beaucoup d'étudiants. Depuis que j'étais assistant, chef de travaux, professeur associé, professeur ordinaire, j'ai encadré beaucoup d'étudiants, beaucoup d'assistants.
Mais ça, ce sont des choses qu'on ne voit pas. Parce que quand on parle des œuvres, les gens cherchent beaucoup plus des œuvres qui soient matérielles, qui soient palpables. Or, l'enseignement, c'est un bien, mais beaucoup plus un bien immatériel que beaucoup de gens ne voient pas. Mais indépendamment du côté enseignement, je dois dire que entre, par exemple, aux environs de 88-90, j'ai initié chez moi, à Bouta, un grand projet agricole. Ce projet, c'était mettre en place une nouvelle plantation de palmiers et essayer de donner de jeunes plants à des paysans tout autour de ma plantation pour permettre aux paysans d'avoir leur petit champ de palmiers et de vendre au moment de la récolte le fruit des palmes, ce qui va leur permettre d'accroître tant soit peu leurs revenus. Voilà une œuvre que j'ai réalisée qui n'est pas arrivée à son terme. Mais si vous allez aujourd'hui à Bouta, vous pouvez voir cette plantation qui a été finalement détruite en grande partie à cause de l'apparition du diamant dans l'environnement. Les gens sont allés, tous les travailleurs sont allés à la recherche des diamants. Les gens préfèrent un enrichissement rapide plutôt que quelque chose qui traîne. Une autre œuvre que j'ai réalisée, disons deux autres œuvres que j'ai réalisées, elles sont visibles avec les pères dominicains. J'ai initié, moi et un autre ami, le professeur Abibi, professeur à l'université de Kisangani, nous avons initié la création d'une université. Et cette université fonctionne à Isiro, c'est l'université de Louélé, qui est gérée par les dominicains. Son recteur, c'est le révérend Père Gaïssé. Mais l'idée est partie de moi. J'ai pris contact avec l'ami dont j'ai cité le nom. Et à deux, nous sommes allés voir un prêtre dominicain que nous connaissions, qui est mort aujourd'hui, le révérend Père Kamainda, qui a mordu. Nous avons travaillé et l'université est là. Elle forme des licenciés. Elle a même déjà formé de médecins. Avec l'aide de pères Augustins allemands, j'ai créé un institut supérieur de développement rural. Et l'Institut supérieur de développement rural fonctionne aujourd'hui dans la paroisse de Amadi, dans les diocèses de Dungu-Doruma, à Poko. Et ça, c'est une œuvre que j'ai réalisée. Et on forme des gradués en développement rural. J'ai introduit dans un milieu où j'ai vécu une culture nouvelle que les gens ne connaissaient pas, le soja. J'ai distribué de semences de soja à la population tout autour de là où je vivais. Et puis, tout d'un coup, cette culture a pris, les gens l'ont adoptée, et non seulement que les gens l'ont adoptée comme culture, mais la farine de soja est même rentrée dans les habitudes alimentaires de la population, ce qui n'existait pas. Et bien sûr, on ne le fait pas à la télévision et ainsi de suite, mais on le fait dans un milieu. Aujourd'hui, si vous arrivez dans ces milieux, on vous dira oui, c'est le professeur Mokonda qui avait introduit cela. Il y a aussi d'autres petites œuvres comme ça, mais je crois quelques-unes des œuvres que j'ai entreprises et qui sont là et qui sont palpables. Sur le plan politique, qu'est-ce qui vous a plus marqué? Disons qu'en politique, c'est là où je n'ai pas toujours été satisfait de ce que j'ai accompli. J'ai initié beaucoup de projets dans les différents ministères où je suis passé,
Mais le grand problème de la politique dans notre pays, c'est, disons, l'instabilité. Les présidents de la République sont souvent stables pendant une longue période, mais les ministres ne le sont pas nécessairement. Or, quand vous êtes dans un ministère et que vous initiez un projet, il faut du temps pour mûrir le projet, il faut du temps pour le mettre en œuvre, il faut du temps pour l'évaluer, parce que l'évaluation vous permettra certainement de rectifier, de changer votre fusil d'épaule au cas où vous vous rendez compte que vous n'étiez pas sur le bon chemin. C'est comme ça que dans les différents ministères que j'ai eu à diriger, par exemple, j'étais au ministère de l'Agriculture. En arrivant là-bas, je suis jeune professeur à la faculté, en arrivant, en essayant de discuter avec les directeurs qui étaient là, je me suis rendu compte que étaient tous des ingénieurs agronomes, mais ils ne faisaient plus que de la routine. Alors, j'ai introduit un système de formation en cours d'emploi. Et pas une formation pour mettre les gens dans une salle de classe, commencer à leur donner des cours, mais une formation genre séminaire. Chaque semaine, chaque samedi, tous les directeurs se retrouvent autour de moi et à chaque samedi, un directeur fait un exposé sur une question qui intéresse sa direction. Une sorte de renforcement des capacités. Exactement. Et en ce moment-là, on discute. Les autres directeurs donnent également leur point de vue et ça permet au directeur qui est là d'amender son texte, de s'amender aussi et de voir des choses qu'il ne connaissait pas. Parce que nous avons un problème au Congo. Dès qu'un Congolais a obtenu un diplôme, il ne lit plus. C'est pourquoi au Congo, je dis toujours, nous avons beaucoup de diplômés, mais peu d'intellectuels. Parce qu'un intellectuel, c'est quelqu'un qui continue régulièrement à se cultiver. On apprend chaque jour. Les Congolais ne lisent pas. Et malheureusement, je n'ai pas pu terminer ce que j'avais commencé parce que je me suis retrouvé affecté à un autre ministère. Et une fois, je suis au ministère de l'Enseignement supérieur. Comme professeur, je connais l'université. J'ai comparé entre le moment où moi j'étais étudiant et le moment où je devenais professeur. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas à l'université. J'ai initié un projet qui était financé par la Banque mondiale, mais on ne m'a jamais laissé le temps de pouvoir mettre ce projet en marche. Dès que le financement est arrivé, j'ai été nommé à un autre ministère. Et ça fait que ce projet n'a pas, en tout cas, été réalisé comme moi, je le voulais. Et à la présidence également, on a eu des idées, on veut modifier ceci, mais ce n'est pas toujours évident. Et donc là, je dois dire que j'ai fait beaucoup de choses, mais je suis toujours resté sur ma soif parce que je n'ai pas pu m'exprimer comme je l'aurais voulu. Et je crois que c'est un peu l'inconvénient de la politique dans notre pays. Parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer une fois un ministre ivoirien à l'époque du président Houphouët-Boigny. C'était le ministre de l'Agriculture. Nous sommes en 1984. La Côte d'Ivoire a obtenu son indépendance au mois d'août 1960, 2 mois après nous. Mais en 17 ans d'indépendance, la Côte d'Ivoire n'a connu que 2 ministres de l'Agriculture. Donc, finalement, j'ai compris les succès de la Côte d'Ivoire. Parce que les ministres sont restés stables. Ils ont eu le temps d'élaborer un projet, de l'évaluer avant de le mettre en œuvre, de le mettre en œuvre, de l'évaluer après la mise en œuvre, de corriger, et les résultats sont tout à fait extraordinaires. La Côte d'Ivoire exporte, produit aujourd'hui 1,8 million tonnes de cacao, alors que la superficie de la Côte d'Ivoire est peut-être le 1/10 de celle du Congo. Vous imaginez?
Vous êtes dans le monde politique, vous le dites déjà. Euh, Qu'est-ce qui vous a poussé à faire de la politique? C'était lorsque vous étiez étudiant? Et en nous le disant, si vous pouvez aussi nous relater votre parcours politique, parce on entend seulement vous étiez ministre, tel endroit, tout ça. C'est possible de nous retracer jusqu'à aujourd'hui? Je sais que c'est long. Oui, mais je vais me résumer. Ok. En fait, je suis arrivé au gouvernement sans avoir effectué une quelconque démarche. Mais avant ça, j'ai eu l'occasion de, comme assistant chercheur à la faculté, j'ai eu l'occasion de travailler à côté d'un homme politique comme son conseiller économique. Et donc, j'étais présent à toutes ces audiences, je l'accompagnais et ainsi de suite. En ce moment-là, je ne croyais pas que j'allais faire de la politique. Et viendra quelques années plus tard, j'ai été nommé conseiller économique de l'ancien Premier ministre qui est décédé il n'y a pas longtemps, il y a une année, Papa Boboliko. J'ai travaillé avec Papa Boboliko pendant 2 ans comme conseiller économique. Ça, c'est en quelle année? Ça, je suis jeune. Hein. Là, nous sommes en 79. Entre 79 et 81, j'étais le conseiller économique de Boboliko. En 83, j'ai défendu ma thèse de doctorat à l'université et j'étais directeur général dans une entreprise privée, l'entreprise qui appartenait à mon premier patron dont j'étais le conseiller économique, une entreprise agro-industrielle. Et pendant que je suis en voyage aux États-Unis, je quitte les États-Unis, j'arrive à Bruxelles et j'apprends qu'on venait de me nommer au gouvernement, sans avoir demandé mon avis. J'ai d'abord refusé dans un premier temps, mais notre représentant, un Belge qui était en Belgique, représentant de notre entreprise, va me prodiguer des conseils. Il avait l'âge de mon père, j'ai accepté. Et c'est comme ça que je suis entré donc au gouvernement sans jamais y avoir fait une quelconque démarche. Bon, au gouvernement, ma formation depuis la jeunesse où nos enseignants, surtout nos professeurs de l'école secondaire, j'ai eu la chance d'avoir été formé essentiellement par soit des frères maristes ou des laïcs, mais qui étaient tous belges. J'ai grandi à Bouta, dans le diocèse de Bouta, et ils nous disaient toujours, ils nous mettaient toujours en tête, quand vous faites un travail, ayez toujours le souci de bien faire votre travail. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis dans ma tête entre l'âge de 12 ans et l'âge de 18 ans. Et ça fait que quand je fais un travail, si mes chefs me font des reproches, ces jours-là, je ne mangerai pas. Je vais toujours bien faire mon travail. Et ça aussi, je suis très rigoureux vis-à-vis de mes assistants, vis-à-vis de mes étudiants, vis-à-vis de tous ceux qui travaillent avec moi. Parce que j'ai été formé dans la rigueur, dans le souci de toujours bien faire, dans le souci de l'excellence. Et un jour aussi, j'étais ministre, j'apprends que le président Mobutu venait de me nommer directeur de son bureau. Alors, j'ai dit, mais pourquoi moi? Et le lendemain, le président m'a reçu le matin, j'ai partagé son petit déjeuner et il m'a dit pourquoi il avait besoin de moi. Il avait besoin d'un économiste. Il dit que depuis qu'il est à la tête du pays, tous ceux qui ont travaillé avec lui comme directeur de son cabinet, il n'y avait aucun économiste. Il y avait des économistes qui étaient des adjoints, mais aucun titulaire. Et voilà pourquoi il avait décidé de me nommer. Mais même alors, le président Mobutu, c'est quelqu'un qui avait des connaissances en économie très limitées. Je dirais même que l'économie, c'était un peu sa bête noire. De questions politiques,
des questions sécuritaires, des questions diplomatiques, mais quand on touchait à l'économie, bon, il avait toujours un peu quelques difficultés à vous comprendre et surtout à vous suivre. Alors, ça fait que ce n'est pas toujours facile. Vous êtes économiste, vous proposez un certain nombre de pistes à suivre, mais le chef de l'État, lui qui a l'impérium, c'est lui qui décide. Il a une autre vision. Et non seulement ça, tous les chefs d'État, qu'ils soient en Afrique, qu'ils soient en Europe ou partout, ils ont toujours autour d'eux beaucoup de souffleurs. Il n'y a pas que des conseillers qui sont visibles, mais il y a aussi des conseillers invisibles. Et là, j'aimerais encore reprendre l'expression de mon ami, Maître Nimi. Il me disait toujours, Mokonda, cher ami, vous savez, nous sommes là les conseillers du président. Toi, tu es le conseiller avec dossier. Moi, je suis un conseiller avec dossier. Mais il y a des conseillers sans dossier. Et très souvent, ce sont les conseillers sans dossier qui font passer leurs idées. Oui. Qui font passer leurs idées. Donc, ça fait que même en politique, je le disais, il y a des choses que l'on peut faire, mais il y a aussi beaucoup de résistance, il y a beaucoup de contraintes. Mais moi, j'ai toujours voulu faire quelque chose qui va dans le sens de ma conscience. Je n'aime pas qu'on m'oblige à faire ce à quoi je ne crois pas. Et voilà, par exemple, pour atterrir, ce qui avait expliqué ma démission comme directeur du cabinet du président Mobutu, parce que je ne voyais pas quelle est la route que nous étions en train de prendre. Est-ce que nous n'allions pas vers un mur? Et si on va vers un mur, bon, est-ce que... Et j'avais préféré attendre, disons, déposer les tabliers et demander de partir. Et j'étais parti. Et après le président Mobutu, la suite de la politique, c'est quoi faire? Je n'ai plus fait de politique. Disons que là, je suis allé vivre au village. J'ai décidé de rentrer au village et d'y vivre. Et c'est en étant au village, d'ailleurs, que beaucoup de choses, si je devais réécrire ma thèse de doctorat, je la formulerais autrement aujourd'hui, parce que, et c'était intéressant, un ancien ministre, un ancien directeur du cabinet du président, qui a une vue d'ensemble sur le pays, sur le fonctionnement du pays, qui décide, sans y être obligé, d'aller vivre au village. Et je n'avais pas d'argent. Et j'ai vécu au village. Et en circulant, en faisant la route, j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses, les erreurs qui sont commises par ceux qui gouvernent. Et j'ai vu les paysans, j'ai essayé de comparer. Moi, quand j'étais tout jeune et que je vivais avec ma grand-mère, ou quand j'allais en vacances dans le village, les villages étaient prospères. Je découvre que les villages s'appauvrissaient. Je découvre que dans les villages, les gens n'avaient pas de chaises. Quand vous arrivez, on doit envoyer un enfant aller à 100 mètres pour chercher une chaise. C'est que moi, je n'ai pas connu quand j'étais jeune et même pendant la rébellion mouléliste, quand je vivais au village. C'est que je n'ai pas connu. Et c'est de là que j'ai décidé de faire de la politique active. J'ai dit non. Avant, j'étais un technocrate qu'on a amené au gouvernement. Je n'étais pas un homme politique comme tel. Mais j'ai pris contact avec des amis. J'ai dit, nous allons créer un politique. Nous sommes des chrétiens. Nous allons créer un parti politique d'obédience chrétienne. Excusez-moi. Et nous allons voir comment nous pouvons, grâce à tout ce que l'Église nous apprend, à tout ce que nous lisons dans la Bible, comment transformer
toutes ces connaissances-là pour faire du bien à notre peuple. Et depuis, en 1996, nous avons créé un parti et nous évoluons. En 2006, je me suis même risqué pour présenter ma candidature à la présidence de la République. J'ai lamentablement échoué. C'est normal que ceux qui ont vraiment quelque chose à donner échouent. Parce que le peuple est tellement appauvri que ceux qui ont appauvri le peuple, ce sont eux qui viennent pendant les élections pour corrompre le peuple en leur donnant des t-shirts, en leur donnant des vélos, en leur donnant ceci, un peu d'argent et ainsi de suite. Et bon, heureusement, grâce à Dieu, en 2007, j'ai été élu sénateur. Bon, et pendant les 12 ans du Sénat, j'ai chaque fois essayé d'apporter ma petite contribution à travers mes interventions pour montrer à ceux qui étaient au gouvernement qu'on pouvait faire mieux. Qu'on pouvait faire mieux, parce que là, j'ai l'avantage d'avoir été au gouvernement, de me rappeler les erreurs qui étaient commises avant moi et les erreurs commises pendant que moi-même j'étais au gouvernement. Et aussi que j'ai vécu au village pendant 4 ans, professeur, ancien ministre, ancien directeur du cabinet du président, qui a été dans tous les palais, qui a mangé à la Maison Blanche, à l'Élysée, un peu partout, au Maroc, en Asie, et qui va vivre au village comme un villageois. Mais je ne vivais véritablement pas comme un villageois, parce que j'avais quand même une maison que j'avais rachetée à l'époque au village. Il y avait l'électricité, on avait l'eau, et ainsi de suite. J'avais même une antenne parabolique à Kinshasa que j'ai démontée pour aller monter au village et en faire profiter à la population. Donc, les jeunes pouvaient venir suivre le match, pouvaient venir regarder des émissions et ainsi de suite. Et là, bon, je suis toujours un peu dans cette politique active, mais c'est pas facile de faire la politique au Congo si on n'est pas riche. Au Congo, il faut faire la politique seulement quand on est riche. Ce sont les gens qui ont pillé la République qui font partout parler d'eux. Ah, on a fait ceci, on a fait cela, on a acheté tel avion. Mais avec quel argent vous avez acheté l'avion? Avec quel argent vous avez fait ceci? Vous avez construit tous ces palais? Avec l'argent de la République. Mais ce sont justement ceux-là ceux qui n'ont rien, ceux qui n'ont que leurs idées, ben, les idées, vous les gardez dans vos poches ou dans vos tiroirs. Et je n'ai pas voulu me représenter comme sénateur parce que j'ai estimé que ça ne servait absolument à rien. Heureusement pour moi, parce que des collègues qui ont tenté, bon, ils n'avaient pas d'argent pour donner 25 000 $ ou 30 000 $ à un député, comme on a vu. C'est pas ça la politique. Quand vous parlez, je me posais la question intérieurement, dans ce monde politique-là, comment vous vous trouvez? C'est vous qui avez apporté quelque chose à la politique ou finalement c'est la politique qui vous a changé? La politique m'a apporté quelque chose dans le sens que j'ai appris. Parce qu'on apprend chaque jour. Quand je suis ministre, quand je voyage dans le pays, j'apprends. Quand je voyage à l'étranger, j'apprends. Quand je prends part à des conférences internationales, j'apprends. Moi, j'ai tenté d'apporter quelque chose à la politique, même si je n'ai pas toujours réussi. Apporter quoi? Apporter l'éthique. Apporter l'essence du travail bien fait. Mais dans notre pays, les gens qui viennent avec de l'éthique, ce sont des rêveurs. C'est comme ça que le monde congolais les considère. C'est comme ça que même en politique, ils sont considérés. Ici au Congo, on va à la politique pour devenir riche. Alors qu'on doit aller à la politique, c'est l'art de gérer une cité.
comme du temps des Grecs, Sparte et Athènes. Donc, c'est l'art de gérer une cité. C'est mettre au service de sa communauté. C'est rendre service à la communauté. Mais ici, la politique, c'est plutôt pour s'enrichir. Alors, à partir de ces moments-là, la politique ne m'a pas beaucoup changé parce que je suis resté un homme constant dans mon humilité. Dans d'autres, je préfère que d'autres qui m'ont connu, qui ont travaillé sous mes ordres dans les différents ministères ou à la présidence de la République parlent de moi pour ne pas donner l'impression qu'on est en train de se jeter de fleurs. Mais j'ai toujours voulu garder mon éthique, garder ma dignité dans ce que je fais, ne pas chercher à m'enrichir, mais chercher plutôt à rendre des services à ma communauté, à ma nation. Ces sujets étaient quand même très intéressants. Voilà pourquoi j'ajoute la dernière question pour ce thème. Et si aujourd'hui, on vous intéressait à un gouvernement de notre pays pour prendre un ministère, vous allez accepter ou refuser? Bon, c'est depuis plusieurs années qu'on m'a proposé des postes ministériels. Je n'ai jamais accepté. Mais je ne peux pas dire, Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Le tout dépend de ce qu'on me propose. Et le tout dépend de ce que, quand on m'aura fait une proposition, ce qu'on me demande de faire, est-ce que je vais être utile à la population ou je serai utile à moi-même? Si c'est pour que je sois utile à moi-même, je ne le ferai pas. Je préfère garder ma situation telle qu'elle est. Mais si je peux être utile à mon pays, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a un premier ministre qui a été nommé, que je connais très bien. C'est un ami de longue date. S'il me demande, mais le premier ministre lui-même n'a pas la tâche facile parce qu'il doit gérer un gouvernement FCC cash. On va lui imposer des hommes certainement qui ne sont pas compétents. Est-ce qu'un tel gouvernement, est-ce que je peux accepter d'être ministre malgré que le Premier ministre c'est un ami? Ça, c'est comme disent les Britanniques, that's the question. Ça, je ne sais pas si je peux trouver une réponse, mais un jour, si on me demande de donner ce que l'État m'a donné, ce que le peuple congolais m'a donné, de faire quelque chose pour mon pays, si cela vaut la peine, je n'hésiterai pas. Ne fût-ce que pendant quelque temps, je peux être au service de mon pays. Professeur, vous enseignez dans combien d'universités? Ou en dehors de l'université de Kinshasa, il y a encore d'autres universités où vous enseignez? Bon, je n'ai jamais voulu trop m'éparpiller. Jusque en 90, je n'ai enseigné qu'à l'université de Kinshasa. Mais quand j'ai résidé à l'intérieur du pays, l'université catholique de Bukavu m'avait invité comme visiteur. Je suis allé à l'université catholique de Bukavu où j'ai dispensé des cours. L'université de Kisangani m'a demandé également et j'ai enseigné pendant quelques temps, 1-2 ans, et puis depuis 2007 jusqu'à l'année passée, l'avant-dernière année, 2017, j'ai enseigné comme visiteur à l'université de Kisangani. J'ai dispensé également quand j'étais à l'intérieur. Là, j'ai dispensé des cours notamment à Isiro, à Bouta, pour aider un peu les instituts supérieurs qui étaient là. Et à partir de 1997, les recteurs de l'université protestante au Congo m'avaient invité. J'ai enseigné là-bas pendant 11 ans, de 1997 à 2008, et puis j'ai abandonné.
Et pour moi, pour le moment, je n'enseigne plus qu'à l'université de Kinshasa. Pensez-vous que le système éducatif de notre pays prépare vraiment mieux ou bien les futurs cadres du Congo? Monsieur l'abbé, nous avons un sérieux problème, mais nous faisons tous la politique de l'autruche. Nous avons un sérieux problème. Notre système d'enseignement est en crise. Et la crise, ce n'est pas seulement au niveau de l'université. La crise commence à la base, au niveau de l'enseignement primaire. Aujourd'hui, ce sont les parents qui contribuent à payer les enseignants. Ce n'est pas bon. Nous, quand nous avons grandi, nos enseignants étaient payés par l'État. Ils étaient très bien payés, donc ils se donnaient corps et âme, tant au niveau de l'enseignement primaire, secondaire et universitaire. Or, aujourd'hui, la pauvreté qui caractérise notre pays fait que les enseignants du primaire, ceux du secondaire, sont très mal payés. Ils ne sont pas motivés, donc ils n'assurent plus leurs enseignements comme il se doit. Et la conséquence de tout cela, c'est que les jeunes gens qui ont les diplômes d'État, qui arrivent à l'université, ne savent même pas écrire la langue française, ne savent pas la parler non plus. Et à partir de ce moment-là, quand on ne maîtrise pas une langue, c'est difficile de maîtriser une science. Parce que la science, vous l'apprenez à partir d'une langue. Et il n'y a pas que l'enseignement comme tel. L'enseignement ne peut pas aller sans un effort de l'étudiant à travers des lectures propres à la bibliothèque. Mais nous n'avons plus de bibliothèque. Nous n'avons plus de bibliothèque. Nous n'avons plus de laboratoire. Nous n'avons pas suffisamment de locaux. Et dans un auditoire de 250 personnes, il y a 750 ou 1000 qui arrivent. Ils vont étudier dans quelles conditions? Donc, je pense que pour nos gouvernants, si nous voulons que demain, le Congo puisse continuer à exister, si nous voulons que nos jeunes gens de demain soient compétitifs par rapport aux autres voisins d'Afrique, il y a un grand effort. Nous devons revenir sur une expérience unique à son genre. Excusez-moi, et les révérends pères Ekwa avaient toujours l'habitude de me le répéter. En 1960, quand le Lumumba a formé son gouvernement, c'est l'unique fois que l'État congolais a affecté 30% de son budget à l'enseignement. 30%. Et donc, aujourd'hui, on arrive à 3%, 4%, 5%. Donc, il faut vraiment que les présidents de la République démocratique du Congo, le Premier ministre, le gouvernement et tout le monde, nous puissions mettre un accent sur l'enseignement. Notre enseignement est en crise, notre système éducatif est en crise, et si ça continue comme ça, nous enterrons notre pays, nous n'existerons plus. Et aujourd'hui, nous sommes tous malheureux, je ne suis pas le seul. Tous les enseignants sont malheureux à l'université quand ils voient les niveaux qui ne fait que baisser d'année en année de nos étudiants. Donc là, il y a vraiment un effort à déployer. Vous avez parlé des parents qui prennent en charge l'éducation de leurs enfants, surtout à l'école qu'ils doivent payer. J'entre directement en famille. Pour vous, c'est quoi la famille? Mais la famille, c'est l'institution la plus importante. C'est l'institution la plus importante. Voilà d'ailleurs pourquoi, quand Dieu crée Adam, finalement, après, il lui donne Ève. Et il demande à Adam et à Ève de se multiplier. Et donc, toute l'éducation, c'est dans la famille. La famille est tellement importante, monsieur l'abbé. Surtout pour ceux qui sont appelés à diriger un pays ou à assumer des responsabilités de l'État. Un enfant qui n'a pas vécu dans une famille, qui n'a pas reçu une bonne éducation dans la famille, où il a appris à distinguer le bien du mal,
Tu ne peux pas prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu ne peux pas envier ton voisin, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Si cet enfant-là devient un jour président de la République, c'est une catastrophe. Donc, nous devons vraiment mettre l'accent sur la famille. Et vous, le prêtre, vous devez faire en sorte que dans vos prédications, vous puissiez mettre un accent sur la famille. Nous avons un code de la famille. Il faut vraiment bien éduquer nos enfants. Il faut préparer nos enfants demain à devenir des hommes, à devenir des femmes responsables. Parce que sinon, ce sont des Chegué, ce sont des Koulouna, et les jours où un Chegué devient président, et les jours où un Koulouna devient important, et il va se venger contre la société. Donc la famille, c'est une très grande institution, c'est une institution fondamentale, et je crois que nous devons la protéger, nous devons la promouvoir, et nous devons faire en sorte que les jeunes gens se marient et qu'ils aient des enfants et qu'ils puissent bien élever des enfants, surtout dans une foi, qu'ils soient musulmans, la foi musulmane, qu'ils soient chrétiens comme nous, dans la foi chrétienne, parce que ça, c'est très, très important. C'est la foi, parfois, qui nous fait vivre, c'est la foi qui nous donne de l'espoir, c'est la foi qui nous permet d'entreprendre pas mal d'initiatives que nous prenons. Avant la conclusion, vous avez parlé de la foi. Vous l'avez déjà dit, vous êtes un homme de foi. Quelle est votre relation avec Dieu? Bon, je dois dire que ma relation avec Dieu a commencé dans mon enfance. Dès l'âge de 6 ans, quand j'entre à l'école, et comme c'était une école catholique, chaque matin, vous priez. Le Notre Père, l'Ave Maria. Et puis après, à midi, vous sortez de classe, vous priez. À 14 heures, vous priez. À 17 heures, quand vous avez terminé, vous priez. Et ainsi de suite. Et ça c'est une formation. Et ça fait qu'à partir de ces moments-là, il est difficile pour moi de ne pas prier. Et comme j'ai étudié chez les frères maristes, une congrégation créée par Saint Marcellin Champagnan en France, qui avait créé cette congrégation qu'il avait appelée les petits frères de Marie. Et puis après, on va transformer en frères maristes. Dès le départ, on a donné aux anciens élèves, à tous les élèves des frères maristes, nous avons donc une espèce de dévotion mariale. Et ça fait que quand vous regardez chez moi, vous allez voir la statue de la Sainte Vierge, vous allez au bureau, vous allez dans ma chambre. Cette dévotion-là, je l'ai depuis l'âge de 6-7 ans et je l'ai gardée jusqu'à aujourd'hui. Donc, je suis vraiment un homme de foi. J'appartiens à des organisations laïques catholiques. Bon, dans ma paroisse, je participe. Mon épouse est moyenne d'une CVB. Tous les jeudis, nous recevons des gens pour la prière ici. Donc, c'est quelque chose de naturel chez moi. Il paraît que vous êtes aussi choriste. Oui, je suis membre d'une chorale latino-française. Nous chantons surtout les grégoriens. Et ça me rappelle la bonne période où j'étais à l'école secondaire. Vous pouvez avoir un dernier mot ou peut-être une préoccupation à laquelle je n'ai pas mis trop d'attention? Monsieur l'abbé, je crois que vous avez touché quelques aspects très importants de la vie d'une communauté. Vous m'avez posé une question sur l'enseignement. L'enseignement, c'est très important. La famille, c'est très important. Tout ce que je peux dire à tous les jeunes de se marier, et quand ils se marient, quand ils ont des enfants, de leur donner une éducation, de leur apprendre des valeurs, parce que ce sont des valeurs qui permettent de construire une société, d'éviter ce qui se fait aujourd'hui dans notre pays, où ce sont les anti-valeurs qui se sont enracinées. Et puisque les anti-valeurs se sont enracinées dans notre pays, vous voyez, le pays est en train de sombrer. Donc, il faudrait que nous puissions mettre l'accent sur l'enseignement, et dans l'enseignement, les valeurs, mettre l'accent sur la famille, et dans la famille, insister sur les valeurs. Merci beaucoup, professeur. Nous avons notre livre d'or ici. Si vous pouvez nous laisser un petit mot, mais après l'avoir écrit, vous allez faire aussi la lecture directe devant les caméras.
Merci beaucoup. Je vous en prie. Mokili motondi makambo 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 ebele mokili motondi makambo makambo matondi na mokili moto nyonso azali na mposa ya kokumisa moto nyonso akoyoka onse ya motema posa ya kokumisa mosusu akumisi nzambe ya lokuta na ya bikeko mosusu akumisi nzoto ya mwasi nzoto ya mobali mosusu akumisi mosolo motuka to bilamba ngai mpe mose ya motema nayoki mposa ya kokumisa kasi nalobi nakumisa nani nakumisa nini nakumisa nani ntango nalobi nakumisa nzambe ya lokuta nyonso wana ezali se lokuta ntango nalobi nakumisa moto moto azali se ya ye ntango nalobi nakumisa mosolo to bilamba se ezali se mpamba nakumisa nyama to nzete to mbisi nyonso se ya ye mozalisi ya makambo 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 ebele mokili motondi makambo makambo makambo. Voilà, nous vous avons vu en train de laisser quelque chose dans notre livre d'or, si le public peut en être au courant. Merci beaucoup. Voilà ce que j'ai écrit. C'est avec plaisir que j'ai accepté la visite de l'abbé Jean-Marie Condé. Visite au cours de laquelle j'ai eu l'opportunité de répondre à ses préoccupations. Au terme de cette émission, j'ai insisté sur l'importance de l'enseignement, de l'éducation, de la famille et des valeurs qui fondent une nation. J'encourage M. l'abbé à persévérer dans cette initiative, de manière à intéresser davantage l'homme politique à œuvrer pour le développement de la société et non seulement pour son intérêt égoïste. Kinshasa, le 25 mai 2019. Merci beaucoup. Je vous en prie, professeur. Merci pour tout.